La eSports World Cup devait se dérouler en Arabie Saoudite. L'actualité internationale en a décidé autrement. Ce sera en France cet été. Quel impact sur le secteur du e-sport français? On va en parler tout de suite avec mes invités. Marceau Lambert, bonjour. Bonjour. Directeur général de Gentlemates, l'une des grosses structures, jeunes mais grosses structures françaises du e-sport. Ravi de vous accueillir. Nicolas Morer, bonjour, cofondateur, Bonjour. directeur stratégique de Team Vitality, l'un des premiers gros clubs français, fondé en 2013, si je ne me trompe pas. C'est juste. Et vous êtes président donc, de l'Union des clubs de e-sport français. Vous pouvez le prononcer, cet acronyme? C'est UFCEP ou UFCEP. Et voilà, c'est une association qui réunit les principaux, à peu près tous les clubs professionnels d'e-sport. 12 clubs. 12 clubs, ça fait combien de professionnels dans ces différentes écuries qui travaillent et qui sont à plein temps dans le e-sport? Alors, ça va dépendre. C'est toujours l'un des questionnements du secteur. Qu'est-ce qu'on regarde? Si on regarde, on va dire, les staffs de ces différentes équipes, c'est quelques centaines. Voilà, ça va être quelques centaines d'employés. Si on rajoute les joueurs professionnels, là, on est peut-être l'écosystème de l'e-sport, joueurs, employés du secteur en France, c'est autour de 500 personnes seulement pour les clubs. Et après, si on élargit, on va regarder ce qui se passe côté des éditeurs de jeux, donc des publishers, donc qui ont, eux, des verticales qui s'occupent du versant compétitif de leurs jeux et de l'e-sport. En France, c'est pas forcément énorme, c'est probablement quelques dizaines. Et après, on peut regarder aussi les promoteurs, les organisateurs de tournois. Et là, on se parle peut-être encore en centaines de personnes. Ça fait travailler de l'événementiel, notamment. Voilà, donc en fait, ça dépend à quelle hauteur on se place. eSports World Cup en France, Marceau, ça va avoir quel impact sur l'industrie, sachant que là, on est en pleine Coupe du Monde de foot aussi, et chaque fois qu'il y a une Coupe du Monde de foot, on s'attend à la Fédération française à une hausse de licenciés. Oui. Quel effet potentiel dans votre secteur à vous? Alors, je pense que la France était déjà très bien placée en termes d'e-sport et d'événementiel, puisque sur les 3 dernières années, la France a accueilli beaucoup de très beaux événements. Dont un très récemment par Gentlemates. Dont un très récemment que l'on a organisé avec Gentlemates. Major 4 Call of Duty, c'est ça? Exactement, c'est ça, le 4e Major de Call of Duty, donc qui est plutôt une franchise américaine. Et on a ramené un événement en France, c'était la première fois depuis 10 ans, donc c'était l'occasion de tester un petit peu les fans français qui ont répondu présents. Et on espère que ce sera aussi la même chose pour l'eSports World Cup. Ce qu'on peut espérer de cet événement, c'est aussi d'ouvrir un petit peu plus le scope que seulement de l'e-sport. On le voit avec la cérémonie d'ouverture de cet événement. C'est toute une culture autour. Exactement. Il y a toute une culture autour qui va bien au-delà de l'e-sport, puisqu'il y a des artistes comme Theodora, Yana Nakamura et DJ Snake qui ont été invités. Donc ça va vraiment permettre d'ouvrir le champ et de mettre un maximum de visibilité sur le monde de l'e-sport. Donc c'est ce qu'on peut espérer de cet événement. Et puis c'est un événement qui dure dans le temps. Je pense que l'eSports World Cup a très bien marketé. Exactement. Ce sont 7 semaines jusqu'à la fin août, je crois le 24 août, si je ne dis pas de bêtises, ou le 23. D'ailleurs, si je veux la regarder, là, je sais qu'il y a DAZN qui a les droits, mais c'est essentiellement sur les réseaux sociaux, Internet, qu'on pourra suivre les compétitions, en fait. Oui, comme la plupart des compétitions d'e-sport, le lieu principal de consommation, c'est Twitch ou YouTube. Donc, c'est les diffuseurs Internet classiques, en tout cas pour les fans d'e-sport, qui ont l'habitude d'aller regarder sur ces plateformes. Là, justement, une couverture un peu plus large avec des diffuseurs comme DAZN. Et également, il va y avoir une minute quotidienne sur France Télévisions. Donc, ça participe à ce qu'évoquait Marceau, justement, d'avoir aussi d'intéresser un public plus large que le public d'aficionados. Et les chaînes historiques. Habituels. Voilà. Qui puissent payer des droits pour diffuser aux heures de grande écoute pour les gens qui ne connaissent pas. Et tout en continuant à utiliser ce qu'on appelle les co-streamers, donc c'est-à-dire les gens qui, par exemple, sont affiliés ou non à des clubs, qui ont des communautés qui sont déjà connaisseurs et connaisseuses de l'e-sport et qui vont regarder sur leurs canaux Twitch. Tout à l'heure, je parlais du foot, sport traditionnel, entre guillemets, sport plein air. Il y a aussi le sport en salle, bien sûr. Mais ces sports-là, en fait, ils ont une métrique vraiment simple, c'est le nombre de licenciés. Pour vous, j'imagine qu'il n'y a pas un nombre de licenciés. Donc, c'est plus difficile de comptabiliser la pratique, puisque c'est des joueurs qui peut-être achètent les jeux et qui ne deviennent pas forcément compétiteurs. Comment vous évaluez la pratique ? Alors, en effet, c'est un petit peu plus subtil. On va dire que l'e-sport, quand on parle d'e-sport, on parle du versant professionnel. Joueurs et joueuses qui sont sous contrat avec des équipes qui vont jouer les compétitions nationales, continentales, mondiales. Néanmoins, avant d'arriver à ce niveau-là, voilà, on commence à jouer au jeu. On va jouer dans les modes parties classées des différents jeux. Et là, on va regarder plutôt les comptabilisations que font chaque éditeur, selon qu'il les publie ou non. Voilà, on sait par exemple que sur League of Legends, en Europe, on a à peu près 2 à 3
millions de joueurs qui jouent en partie classée. Pour autant, tous ces gens-là ne sont pas des professionnels, ni même tout cela n'aspire à le devenir. Donc, quand on regarde les métriques de notre secteur, c'est les professionnels. Par contre, voilà, il y a une antichambre et une passion de millions de joueurs et joueuses qui commencent à doucement monter les échelons, pratique compétitive un petit peu au début pour commencer à s'intéresser. Et dans ce lot-là, il va y avoir les plus doués, les plus talentueux qui vont vite monter et qui vont commencer à être détectés par les équipes professionnelles et qui vont commencer à aller dans les ligues inférieures et puis faire leur parcours vers la professionnalisation complète. Il y a beaucoup de fantasmes autour du e-sport. C'est-à-dire que c'est soit on vous dit que ça va tuer tous les sports traditionnels, soit on vous dit en fait ça va durer 5-10 ans et ça va s'arrêter. La vérité est souvent entre les deux. Aujourd'hui, si on fait une évaluation concrète, un joueur professionnel de très haut niveau, combien il gagne à l'année et surtout combien de temps dure sa carrière? Parce que ça aussi, c'est important. Alors, combien il gagne à l'année? Pour les tout meilleurs. Il n'y a pas de réponse exacte. Pour les tout meilleurs, dans le monde, ça peut aller sur plusieurs millions d'euros à l'année. Oui, exactement. Mais ça reste très dépendant des jeux auxquels ils jouent, de l'organisation dans laquelle ils sont présentes, du continent aussi sur lequel ils jouent. C'est surtout du sponsoring qu'ils reçoivent ou c'est les prizes des compétitions? Un peu de tout. Ou le sponsoring, pour la plupart du temps, il va aux équipes. Après, il y a certains joueurs effectivement qui ont des sponsorings individuels, ça commence à arriver au même titre que dans le sport. Mais c'est en grande majorité encore pour les clubs que le sponsoring, enfin que les clubs qui bénéficient du sponsoring. Donc c'est surtout une partie de rémunération et puis après effectivement des cash prizes selon les résultats qu'ils font pendant les compétitions. Ce qui veut dire que là, par exemple, chez Team Vitality ou Gentlemates, un joueur professionnel ou une joueuse professionnelle, même si je crois qu'elles sont ultra minoritaires, sont des salariés. C'est quel type de contrat? Ça dépend en réalité. Nous, par exemple, on a des joueurs et joueuses dans 15 pays différents. Et en fait, les législations, notamment sur l'e-sport, ne sont pas toujours les mêmes. Donc, en fait, on a des réalités différentes selon les pays de nos joueurs et joueuses. Donc, on n'a pas encore le niveau d'unification et d'harmonisation qu'on peut voir dans le sport avec un droit du sport qui est établi depuis longtemps. Donc, c'est un petit peu complexe. Et de toute façon, encore en construction. Encore en construction. Et je dirais que c'est un peu la logique de l'e-sport. C'est vraiment, nous, on est là depuis 2013, on a été pionniers. C'est vraiment un secteur d'entrepreneurs où on a fait beaucoup de choses avant que finalement les législations et les lois ne suivent. Et c'est aussi pour ça aujourd'hui qu'on a créé, ça fait une bonne transition, l'Union des clubs, parce qu'on veut pérenniser, sanctuariser et professionnaliser la filière sur les questions de contrat, de formation des joueurs et joueuses de demain, d'organisation d'événements. Et il y a énormément de choses encore à faire pour développer le secteur. Donc justement, tout à l'heure, je parlais des fantasmes autour du secteur. Là, vous me parlez des clubs. C'est d'abord les clubs qui vont devoir se professionnaliser avant de professionnaliser les personnes. C'est quoi le budget annuel d'une entité comme Gentlemates ou Team Vitality, si on compare par exemple au foot? C'est très dépendant selon les organisations. Le nombre de jeux sur lequel on se positionne. Selon le nombre de jeux, selon les années aussi. Il y a des années sur lesquelles ça fonctionne mieux que d'autres. Pour donner, je pense, une très grande fourchette et pour ne pas parler que de Gentlemates ou de Team Vitality, je pense qu'on est entre 500 000 euros pour les plus petites organisations et puis on peut atteindre 30 millions pour les plus grandes organisations. Ouais, pour repréciser ça, les top clubs mondiaux, on va considérer qu'ils sont entre 25 et 60 millions de budget. Voilà. Ce qui veut dire que si on compare à certains sports, je vais prendre le basket ou le foot, où là on est sur une autre planète, le potentiel du e-sport dans ce volume économique, il peut arriver jusqu'à quel niveau? D'ici, je dis 10, 20, 30 ans, je ne sais pas, ça peut prendre du temps, mais c'est quoi le potentiel? Il y a deux enjeux en fait. Il y a l'enjeu de la croissance des audiences. En fait, les audiences e-sport sont déjà très très importantes et bien plus importantes que beaucoup de sports hors des mastodontes que vous évoquez. Mais la monétisation, voilà. Le deuxième point, donc on va continuer à faire croître l'audience, mais c'est déjà très fort et ça se compare favorablement à beaucoup de sports. Mais par contre, la monétisation, donc le revenu par fan, qui est l'une des métriques classiques qu'on regarde dans le sport, c'est encore à la traîne dans l'e-sport. Pour plusieurs raisons. L'absence de vrais droits de diffusion, le fait que les clubs n'aient pas encore, pour la plupart, leurs arènes ou leurs stades. En fait, il y a encore beaucoup de leviers de monétisation qui ne sont pas activés. Par contre, ceux qui existent et qui sont similaires au sport, comme le sponsoring, se développent très bien. Mais voilà, on n'a pas toutes les composantes. Et donc, aujourd'hui, le revenu par fan dans l'e-sport, il va être vraiment
bien en dessous de la plupart des sports. Et c'est, à mon sens, l'énorme vecteur d'amélioration et de progrès du secteur pour qu'on puisse justement rattraper les grands sports. Après, le but n'est pas de les remplacer. Nous, on voit l'e-sport comme un entertainment, un spectacle parmi d'autres, qui est vraiment celui des plus jeunes générations, mais qui consomment par ailleurs du foot. Enfin, je pense que là, nos fans, ils regardent aussi la Coupe du Monde. Il y a des jeux vidéo. Voilà, tout ça n'est pas exclusif. Une des raisons aussi à ça, c'est le fait que la base de fans soit assez jeune encore dans l'e-sport. Donc, ils n'ont pas forcément toujours les moyens de mettre à contribution. Et on voit que tout est encore à faire. Pour mettre un dernier point, on voit quand même que ça bouge. Parce que, par exemple, il y a quelques années, le prix des billets pour les événements e-sport était volontairement assez bas pour que les salles soient remplies. C'était l'objectif premier. Là, au Major de Cologne sur Counter-Strike, dont on revient, les passes de 3 jours, c'était 1 000 €. Alors, c'était dans la plus haute catégorie, et c'était sold out immédiatement. On des prix du Donc là, on voit qu'on commence à venir dans des logiques de prix de sport traditionnel. Ouais. Donc en fait, on est en train de rattraper tranquillement ces autres sports. Et dans le développement, il y a ce côté, vous parliez d'esprit entrepreneurial, par exemple Gentlemates qui organise une compétition. Oui. Ça va être le modèle des clubs, c'est de savoir organiser des compétitions internationales, parce que normalement, c'est dans les autres sports, c'est les fédés. Oui. Là, c'est des clubs. C'est un modèle de club quand les éditeurs nous le permettent, et ça, c'est aussi une des choses pour lesquelles l'UFCEP existe aujourd'hui, c'est de créer une meilleure relation avec les éditeurs et puis les détenteurs des droits, le champ des possibles, exactement, pour les clubs. Donc, quand les éditeurs le permettent, c'est effectivement une superbe opportunité pour un club que d'organiser un événement ou de le co-organiser, puisque c'est vecteur de revenus, ça permet d'améliorer ou en tout cas de se créer une image plus importante et notamment à l'international aussi. Gagner un savoir-faire aussi organisé. De gagner un savoir-faire et puis bien évidemment de créer du revenu via la vente de merchandising potentiellement, le ticketing sur place. C'est passionnant, je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à dire et vous serez les bienvenus pour revenir la saison prochaine dans la saison 3 de PlaySmart. Marceau Lambert, directeur général Gentlemates et Nicolas Morer, cofondateur directeur stratégique Team Vitality. Merci beaucoup. L'iSports World Cup, c'est en ce moment. Vous pouvez la suivre donc quasiment partout, notamment donc sur DAZN et sur Twitch, sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas. On va s'intéresser maintenant à d'autres professionnels du jeu vidéo. Ça va être plus local. C'est Gaming, c'est l'association des professionnels des Hauts-de-France. C'est eux qui organisent chaque année les fameux Game Camp qui étaient cette année à l'Université catholique de Lille. J'accueille le directeur, le délégué général de l'association.